Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Olivier Noland. Vous êtes PDG de SAP France. Bonjour Olivier Noland. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau de On se dit tout, décideurs engagés. Alors on va parler évidemment de SAP France, la filiale française du leader de la tech européenne, premier éditeur de logiciels en Europe. Mais auparavant, on a envie de vous connaître un petit peu mieux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes PDG de SAP France dans la tech? Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'était un choix la tech déjà dans votre parcours? Alors, donc je suis en effet chez SAP depuis 2 ans. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans la tech en fait, donc, et principalement dans la tech américaine en fait. Donc j'ai travaillé chez HP, chez Microsoft, chez Salesforce. Donc un long parcours. Donc on arrive chez SAP, on devient président de SAP après un long parcours dans la tech. Et vous avez insisté sur le fait qu'SAP c'est une entreprise européenne. Pour moi c'est important, après avoir travaillé pendant longtemps pour une entreprise américaine. C'est important pour moi de participer à la souveraineté numérique européenne et donc de travailler pour une entreprise américaine. Un gros enjeu. Exactement. Forcément. Et pourquoi la tech? En fait on disait l'IT quand je suis sorti d'école. En fait c'est une opportunité au début. À l'époque quand je suis sorti d'école de commerce, on avait plutôt l'ambition de travailler dans la grande consommation. C'est L'Oréal, c'est Danone qui faisait rêver. C'était le fruit de rencontres. Et puis ensuite, c'est vrai que j'avais toujours une appétence pour le secteur des technologies, pour le numérique. Et finalement, j'ai eu la chance d'avoir des grandes révolutions dans ce domaine, l'Internet, le mobile, le cloud, maintenant l'intelligence artificielle. En plus, Et comme j'ai plutôt un caractère où j'aime beaucoup le changement, j'aime les choses qui se transforment, c'est un secteur dans lequel je me suis épanoui et j'ai l'occasion de changer beaucoup de métiers et de vivre beaucoup de transformations de l'intérieur en fait. Donc finalement, cette opportunité, elle a été extrêmement positive pour moi. Donc c'est un vrai choix finalement. C'est un vrai choix. Juste pour, entre parenthèses, la tech, c'est un métier qui est peu féminisé malheureusement. Vous pensez qu'il faudrait en faire davantage pour attirer des femmes dans ce secteur? Oui, énormément. Alors, effectivement, c'est un sujet pour les entreprises de technologie puisque on a une représentation féminine qui est assez basse par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et donc c'est un point d'attention tout particulier dans le métier de technologie. Donc est-ce qu'on doit en faire davantage? Oui. Je pense qu'on essaye déjà d'en faire beaucoup. On peut en faire davantage parce qu'après, il y a aussi le choix personnel il y a une limite à un moment donné sur le choix des parcours. Oui, je pense qu'aujourd'hui, en fait, la limite à laquelle on est confronté, c'est d'abord une limite qui est liée à la formation, en fait. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, au cours des dernières années, finalement, on a de moins en moins de filles dans les écoles d'ingénieurs. Donc déjà, ça commence à ce niveau-là. Donc il faut qu'on réussisse aujourd'hui à finalement montrer aux jeunes filles, dès l'école, les perspectives de carrière dans la technologie. De montrer que le numérique a un impact dans toute nos vies, dans toutes les entreprises, et qu'on peut faire beaucoup de grandes choses en fait en travaillant dans le numérique. Grâce au numérique. Justement, SAP France, 90% des échanges commerciaux se font grâce à SAP France. Alors c'est même mieux que ça, c'est SAP dans le monde en fait. Oui, dans le monde. Exactement. Oui, bien sûr. Donc il y a effectivement une grande responsabilité, mais il y a, de près ou de loin, il y a des transactions dans le monde, effectivement, passent par un système SAP à un moment donné pour 90% d'entre elles. Donc ça veut dire qu'on est dans beaucoup de secteurs d'activité. On travaille avec beaucoup d'entreprises, qu'elles soient petites et grandes. On a souvent tendance à penser que SAP ne sert que les grandes entreprises, mais ce n'est pas le cas. On sert aussi des entreprises beaucoup plus petites. C'est Doctolib en France, par exemple, même si c'est une grosse entreprise maintenant, mais des entreprises aussi des startups. Adidas, bien sûr, Danone, Total, pour en citer quelques-unes dans les entreprises françaises. Donc c'est beaucoup de solutions installées dans le monde entier. Vous avez 2 combats prioritaires dans votre rôle, en tout cas de PDG, c'est l'inclusion et la diversité sous toutes ses formes. Ça aussi, c'est un vrai combat que vous menez au sein de SAP? Oui, alors c'est d'abord un combat personnel.
je me sens une responsabilité très forte sur ce sujet de la diversité et de l'inclusion, et qui est parfaitement incarné chez SAP aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est une valeur au sein de l'entreprise qui est incarnée au niveau global. Et en France, très particulièrement, on est effectivement... On parlait de la diversité homme-femme, qui est un sujet prioritaire pour nous, avec beaucoup d'actions. Ça se traduit aussi sur la diversité concernant le handicap, concernant les orientations sexuelles. Donc voilà, la diversité vraiment sous toutes ses formes qui est importante pour nous. Diversité aussi rurale. La diversité d'origine sociale, effectivement. Et en fait, Donc, ça fait partie dans vos modes de recrutement, vous faites très attention à avoir cet équilibre en tout cas. On fait attention à effectivement avoir le plus de diversité représentée dans nos recrutements, et puis à éviter les biais de recrutement en fait. Donc s'assurer que lorsqu'on a des entretiens de recrutement, on n'ait pas tendance à reproduire nos propres styles, donc de faire en sorte qu'on ait des recrutements les plus divers. Et sur ce sujet-là de diversité, en fait, il y a un point qui est important. La technologie, il y a SAP, mais la technologie au sens large, c'est un secteur d'activité qui est assez pénurique en fait. Donc aujourd'hui, il y a aussi un objectif qui est d'aller chercher des nouveaux talents issus d'autres environnements et ça nous permet de combler le gap de ressources que l'on a dans notre environnement. Je vais vous citer, vous dites que c'est très difficile d'être la meilleure version de soi-même au travail, donc quand on n'est pas réellement soi-même, justement dans l'entreprise. C'est quelque chose que vous avez vécu, le fait de se mettre dans un carcan, etc. Enfin, sans entrer non plus, sans être trop intrusif dans la vie privée. Aujourd'hui, c'est un réel critère pour se sentir bien dans une entreprise. Pouvoir être soi-même, pouvoir... Je me suis déjà exprimé sur le sujet, pour l'avoir vécu intimement, oui. Quand on n'est pas... quand on est obligé à certains moments, finalement, de masquer des parties de soi, eh bien, c'est une charge mentale pour moi qui vous empêche de vous consacrer à d'autres choses en fait. Et ça, on le voit chez les jeunes, enfin bon, quand on est issu d'un quartier moins favorisé qu'un autre salarié, voilà, tout ça, ça se ressent dans un possible malaise salarial. Oui, je pense qu'en plus ça limite le potentiel. D'abord, c'est une question de bien-être personnel. Je pense que globalement, quand on est bien dans sa vie et bien dans son cadre professionnel, on est plus performant. Et pour moi aussi, ça impacte aussi l'environnement de travail, dans le sens où ça crée un climat plus ouvert et plus favorable à l'innovation. Et dans notre secteur d'activité, l'innovation, c'est clé. Et donc pour moi, ça permet vers des collaborateurs qui sont plus engagés et qui aussi sont plus en confiance pour tester, pour avancer. Les grands défis à relever pour SAP, c'est quoi ? Alors ils sont nombreux. On est aujourd'hui engagé dans une grosse transformation d'entreprise qui vise à faire en sorte que toutes nos solutions soient plus dans un mode cloud en fait aujourd'hui, donc de faire en sorte que les SAP soit une vraie cloud company. C'est une entreprise SAP qui a 50 ans. Oui, donc il faut changer. Les clients sont facilement convaincus de ce changement ? Il faut leur convaincre de la valeur qu'on apporte. Donc ça peut faire peur. C'est un gros changement, surtout quand on a aujourd'hui des processus critiques qui sont aujourd'hui bâtis sur des solutions SAP, sur des solutions qui sont présentes depuis très longtemps et encore une fois qui sont très critiques pour les entreprises. Donc il faut rassurer, il faut convaincre. Donc ça, c'est une grosse transformation pour SAP. Et puis après, la grosse transformation dans notre secteur d'activité, c'est l'intelligence artificielle. Alors même si l'intelligence artificielle chez SAP, c'est pas nouveau, ça fait 10 ans qu'on en fait au moins. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative. Et pour ça, là, c'est effectivement un enjeu de transformation majeur sur lequel on doit aujourd'hui se positionner de manière importante en fait. Et accompagner nos clients pour avoir le meilleur bénéfice de cette IA générative. Absolument. On va passer à la question de l'IWF France, la question de l'International Women's Forum France, association qui organise les assises de la parité, et qui fait donc de fait bouger les lignes à ce sujet. C'est juste après le jingle. La question de l'IWF pour vous, Olivier Nolan,
Quel conseil vous donneriez justement à d'autres dirigeants qui souhaitent s'engager davantage en faveur de la parité et de la diversité en général? Alors, on vient d'en parler. Le premier conseil, c'est de lire toutes les études qui démontrent qu'en gros, la diversité dans l'entreprise, c'est une source de performance, en fait. Hein. Donc c'est non seulement, bien évidemment, une source de croissance. Donc, c'est bien évidemment un enjeu social, un enjeu d'équité, mais c'est quand toutes les études le montrent, en fait, les entreprises les plus diverses sont performantes. Pour ce que j'expliquais tout à l'heure pour les collaborateurs, mais aussi parce que pour pouvoir proposer des services qui répondent aux besoins des consommateurs, il faut qu'on ait des personnes qui les conçoivent, qui représentent la société dans sa globalité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est l'exemplarité, en fait. Hein. Et il faut qu'en tant que dirigeant, lorsqu'on s'implique sur ces sujets de diversité et d'inclusion, on soit exemplaire, que nos actes soient conformes à nos paroles. Ça, c'est vrai. Voilà, et on est scruté en tant que dirigeant, et surtout nos équipes regardent ce que l'on fait. Donc vous parlez du recrutement, ça veut dire voilà, comment on s'assure que son comité exécutif est le plus divers possible et que dans l'entreprise, on ait cette diversité. Voilà, c'est les éléments qui sont importants. Un troisième élément, pour moi aussi, c'est de considérer que les choses sont acquises, en fait. Pour moi, c'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de fragilité. On évoquait la parité tout à l'heure. On voit bien que les choses peuvent régresser. Oui, ça peut vite retomber. Ça peut vite retomber, exactement. Et dernièrement, j'étais confronté avec certaines personnes qui me disaient, quand sur le sujet de l'intégration des personnes LGBT en entreprise, dans les entreprises de technologie, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites et que finalement, ce n'était pas forcément un sujet. Les études montrent... C'est vrai que la parité homme-femme aujourd'hui, c'est acquis. Exactement. C'est acquis dans les mentalités en tout cas. Mais ce n'est pas encore acquis et les chiffres le montrent, toutes les études le montrent, ce n'est pas encore acquis. Donc j'invite les autres dirigeants à de la persévérance sur ces sujets. Donc il faut constamment en parler. Constamment en parler et avoir des actes qui permettent en fait d'ancrer les choses. Et puis un dernier conseil, en fait la diversité et l'inclusion, ça ne se déclare pas, mais ça se vit au quotidien, donc de faire en sorte que dans leurs entreprises, ils s'assurent d'avoir un environnement qui soit le plus inclusif possible, de permettre à chacun d'être soi-même pour délivrer la meilleure version d'eux-mêmes, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Ce que votre formule. Le média positif, à présent, question du média positif. C'est un média qui a pour vocation, en tout cas, de présenter que des bonnes nouvelles. Oui, ça existe. Évidemment, ça a été créé en contradiction avec les médias dits classiques, ou qui sont quelque peu anxiogènes. La question du média positif, c'est juste après le jingle. Question du média positif, Olivier Noland. Quels sont selon vous les avantages d'une entreprise, d'une culture d'entreprise positive pour attirer les talents de la génération Y et Z? Alors, les avantages... il y a une culture d'entreprise positive, ouais. Oui, je pense qu'il y a... Alors, ça existe. Je pense que ça existe. Ouais. Et moi, ce qu'il me semble, c'est qu'en fait, pour ces générations-là, aujourd'hui, il y a plusieurs ingrédients qui sont indispensables. Premier ingrédient, c'est justement, je reviens sur les aspects de diversité et d'inclusion, je pense que c'est important en termes de culture d'entreprise positive de permettre à chacun d'être soi-même, donc d'avoir une culture qui soit ouverte. Derrière ça aussi, c'est une culture qui permet le droit à l'erreur, en fait. Et aujourd'hui, dans un monde qui est en perpétuel changement, qui a besoin d'innovation, pour qu'on puisse innover, il faut que les collaborateurs se sentent l'autorisation, finalement, de faire des erreurs. En confiance, voilà. D'être en confiance. Donc de mettre la confiance comme étant une valeur cardinale pour ces entreprises. C'est extrêmement important. Un autre élément qui, pour moi, est extrêmement important, c'est le sens. En fait, aujourd'hui, on voit que le choix des entreprises est aussi fait sur l'implication des entreprises dans la société. L'entreprise, elle ne doit pas être déconnectée de la société. Elle doit être engagée et elle doit être... ses actes doivent être en adéquation avec ses valeurs, en fait. Donc elle a un rôle important et je pense que ces générations-là s'engagent d'autant plus qu'elles voient une entreprise engagée et l'entreprise engagée... C'est un vrai critère pour attirer les talents. C'est un critère pour attirer les talents et particulièrement aujourd'hui les jeunes talents. Et c'est aussi du coup le cas par des leaders engagés, en fait. Il faut avoir des leaders qui soient connectés avec la société.
Voilà. Tous les leaders qui viennent sur ce plateau, et a priori le sont, comme vous, Olivier Noland. On va passer à la question de l'hémicycle. C'est ce que vous avez envie, vous, cette fois, de dire à nos politiques, à nos gens qui nous gouvernent, les personnes qui nous gouvernent. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle à présent, Olivier Noland, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes politiques aujourd'hui dans votre domaine de la tech ou autre, hein, ça peut être vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez 1 à 2 minutes, c'est face caméra, c'est à vous, c'est juste devant, droit dans les yeux. C'est plus qu'une idée, en fait, c'est une volonté. Donc c'est un fait, aujourd'hui, l'Europe est en retard dans la course à l'innovation par rapport notamment aux Américains. On sait aussi que ce retard dans l'innovation a un impact dans la compétitivité du continent. Donc aujourd'hui, il y a une véritable urgence pour avoir une véritable politique numérique européenne et notamment de créer un marché unique du numérique qui est aujourd'hui encore beaucoup trop fragmenté en Europe. On en souffre, SAP, en tant qu'entreprise européenne. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est particulièrement fondamental, c'est le développement d'intelligence artificielle générative. Et c'est une opportunité unique pour le continent européen. Toutes les études le montrent, l'IA générative, c'est depuis l'Internet la plus grosse opportunité économique pour le monde entier. Et c'est une opportunité majeure pour l'Europe pour redevenir au bon niveau de compétitivité et pour reprendre également l'avantage dans le domaine de l'innovation. Et pour ce faire, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais bien interpeller tout le monde. C'est que l'Europe doit se doter aujourd'hui d'une véritable politique industrielle dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire fédérer tous les acteurs de l'intelligence artificielle, des startups aux grands groupes industriels, et de manière à ce qu'ensemble, on puisse développer aujourd'hui les modèles d'intelligence artificielle qui font du sens pour notre économie et qui sont aussi en accord avec les normes et les valeurs du continent. C'est aussi se doter d'un contexte réglementaire qui soit favorable aux entreprises européennes, qui soit favorable au développement de l'innovation. Voilà, SAP, en tant qu'entreprise et leader de la tech européenne, est prêt à prendre sa part dans le domaine, est prêt à s'engager. Et nous avons une opportunité majeure aujourd'hui que l'Europe revienne dans la course de l'innovation et dans la course des technologies au niveau mondial. Ouais, le message est passé. Merci beaucoup Olivier Noland d'être venu sur ce plateau de décideurs engagés. Merci On se dit tout. Merci beaucoup de nous avoir tout dit. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment très bientôt pour un prochain numéro sur ce plateau de l'Hémicycle TV.